Donc, pour commencer, j'aimerais ça inviter Jean-David Bégin. Jean-David est un ange investisseur dans plus de 25 startups. Il débute sa carrière en capital de risque à Silicon Valley, côtoyant de nombreux entrepreneurs. Certains ayant eu du succès, mais la plupart ayant échoué. De retour à Montréal, il lance une startup aidant les restaurants à augmenter leurs revenus via la gestion dynamique des prix, acquise en 2015. Il redonne maintenant à l'écosystème en tant que mentor et coach, aujourd'hui des startups, principalement via District 3. Salut Jean-David. Salut, ça va? Salut, yes. Donc, Jean-David va être l'animateur du panel. Vraiment content de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté. Tu étais aussi dans les premiers à avoir levé la main là, pour venir avec nous. Donc, super apprécié que tu sois là aujourd'hui. Ben écoute, tu connais mon affection pour l'importance du Customer Development. On s'est rejoint rapidement là-dessus quand on s'est parlé les premières fois. Excellent. Donc, je vais maintenant inviter les panélistes. Sabrina Aymon, fondatrice de HotPoc. Lindsay Chang, directrice des opérations et cofondatrice de Galéa, et Laurent Blanchette, CEO et cofondateur de BioLift. Donc, Sabrina Aymon a cofondé Uniqool alors qu'elle étudiait en marketing à l'Université de Sherbrooke en 2016 et a récemment lancé sa deuxième entreprise, HotPoc. Sa passion pour la compréhension du comportement des consommateurs et sa volonté d'avoir un réel impact dans notre société la motive à se dévouer à ses projets tous les jours. Salut Sabrina. Salut Jean-Philippe, salut Jean-David. Merci d'être là. Lindsay Chang possède une formation en psychologie et une expérience en gestion et vente. Également artiste, Lindsay a connu les difficiles débuts de carrière artistique. C'est pourquoi en 2018, elle bâtit avec ses cofondateurs une plateforme intégrée pour artistes visuels. Aujourd'hui, la plus grande galerie d'art en ligne au Canada avec plus de 6000 artistes et 25 000 œuvres originales. Salut Lindsay. Salut, très enchantée d'être ici. Merci. Et le dernier, et non le moindre, Laurent est passionné de biomécanique. Il a complété un baccalauréat en maîtrise en génie biomédical et se concentre sur les mesures du mouvement humain et le développement d'orthèses et d'exosquelettes. Avec ses collègues de recherche, il se lance en affaires en créant BioLift, une entreprise axée sur le développement d'exosquelettes pour les travailleurs manuels. Salut Laurent. Sur mute, bien sûr. Salut à tous. J'aimerais bien dire ça au début, il faut peser le petit bouton en dessous pour parler. Excellent. Ben, merci à vous quatre. Donc, Jean-David, je te laisse la parole. Je vais intervenir si jamais il y a des questions-réponses. Puis on se reparle à la fin pour un Q&A plus général s'il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Merci. Ben, super. Écoute, on va peut-être commencer par un petit tour de table rapide là, pour se réchauffer, juste pour que vous expliquiez brièvement ce que chacune de vos entreprises fait. Alors, peut-être commencer par Sabrina, Laurent, puis ensuite Lindsay. Ouais, ben, de mon côté, on a lancé HotPoc pour commercialiser des chauffe-mains réutilisables. Donc, le lancement s'est fait cette année à la fin novembre. Donc, pour l'instant, on vend ces petits chauffe-mains réutilisables-là et également des sleeping bags pour garder nos téléphones au chaud. Et tantôt, je vais vous expliquer un petit peu plus comment le lancement s'est fait, comment on est arrivé en fait à lancer ce produit-là qui n'était pas du tout l'idée originale. Laurent? Yes, donc nous, BioLift, donc on a fondé ça il y a presque 2 ans maintenant, mais ça fait 1 an en fait qu'on a pivoté, qu'on travaille vraiment à faire des exosquelettes pour les travailleurs manuels. Mais les travailleurs manuels, il y en a dans tellement de domaines, fait que ça fait 1 an qu'on pivote dans plein de sens pour finalement maintenant arriver à notre niche, qui est la construction horizontale. Donc, la construction horizontale, c'est des gens qui font du paysagement, des routes, de l'asphalte. On va peut-être bouncer tout de suite à Sabrina. Là. Je pense que Lindsay a des problèmes de connexion. Là. Fait que tu vas peut-être nous expliquer le processus qui a mené de passer un sac de couchage pour ton téléphone cellulaire à chauffement écologique réutilisable. On va repasser à toi, Lindsay, tout de suite après, puisque tu as perdu la connexion. Là. Bon, OK. L'histoire de HotPoc, en fait, bon, comme on l'a dit tantôt, j'avais une autre entreprise et puis là est venu le temps de quitter. Mon rôle n'était plus là. Ça a été vraiment émotif et difficile. Fait à la base, ce que j'ai fait, je suis partie dans l'Ouest skier pour me recentrer sur moi, qu'est-ce que j'aimais. Et là, en skiant, en étant dans mon élément, moi, ben, je pars souvent à l'aventure et mon téléphone mourait tout le temps. Fait que je voulais juste trouver une solution pour moi, garder mon téléphone en vie plus longtemps parce que j'utilise des applications pour m'orienter en forêt. Mais là, à un moment donné, je montais dans la chaise. Quand tu dis partir à l'aventure, là, peux-tu... En ski de randonnée. Quand tu dis partir à l'aventure, peux-tu... Okay, donc, ouais. Quand on part là, 3, 4, 5 heures loin dans les montagnes, il fait froid, puis tu es autonome avec toi et tes amis. Là.
Mais là, à un moment donné, je monte dans la remontée mécanique à Revelstoke et je vois les gars dans la chaise en avant de moi sortir de la chaise et puis eux, ils sortent leur téléphone d'un bas de laine. Puis là, je fais « Oh! » Et je suis pas la seule qui a ce problème-là. Fait que moi, j'étais excitée parce que, bon, je suis peut-être pas la seule. On va regarder s'il y a pas peut-être plus de monde. Fait que je commence à regarder là, les solutions qui sont offertes. Fait que je parle à toutes mes amies skieurs. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Est-ce que votre téléphone, il meurt? Fait que oui, plusieurs utilisaient un bas de laine. Mais il y avait aussi un case que Burton avait développé, mais qui était un peu épouvantable, que les gens n'aimaient pas. Ellie Hansen avait essayé de faire une solution aussi. Puis, un fournisseur chinois. Fait que j'achète toutes les offres qui sont disponibles sur le marché. Je m'en vais me promener dans les rues de Banff, où c'est une clientèle qui est plus générale que Revelstoke, que c'est juste des passionnés de ski. Puis, je mets toutes les options dans les mains de 35-40 personnes pour collecter le feedback de ce que les gens aimaient. Comment tu as fait? Tu t'es planté en plein milieu de la rue, puis tu as commencé à aborder les gens? Ou comment tu abordais les gens spécifiquement? J'allais pour commencer dans les magasins de ski. Je me disais, c'est mes semblables, c'est un peu moins gênant, je suis plus à l'aise. Fait que dans les magasins de ski, je parlais avec des employés qui étaient là. Et puis, eux, bon, c'était des skieurs. Puis après ça, j'allais dans des magasins de boutiques souvenirs. Fait que c'était des gens qui vendaient des accessoires avec qui je parlais. Puis après, dans la rue, j'ai intercepté une dizaine de personnes. Fait que j'avais comme 3 segments différents avec qui je parlais. Puis là, dans mon petit calepin, ben, je prenais mes notes. Puis à la fin de la journée, je rapatriais l'information. Je me disais, je pense qu'il y a un potentiel. Puis en gros, ce que les gens disaient, c'était de développer ça ici. Fait qu'ils voulaient quelque chose de super compressible avec des matériaux écologiques et fallait que ça puisse être confortable, proche du corps, puis que ça marche pour vrai. Fait que un super bon isolant. Fait que moi, je suis bien excitée, je reviens au Québec. Et là, je parle avec une de mes amies qui me dit « Ah, c'est cool ça, mais tu devrais mettre une petite pochette pour mettre un hot shot dedans. Comme ça, ton sel va vraiment rester en vie plus longtemps. » Fait que là, je suis excitée par l'idée, mais je déteste les hot shots parce que c'est à usage unique, c'est vraiment mauvais pour l'environnement. Et là, en discutant avec elle, j'ai eu un flash de cette technologie-là qui est utilisée dans le domaine médical depuis une 40aine d'années, qui est des gros sacs, des gros réservoirs qu'on utilise pour relâcher nos muscles dans notre dos. Fait que c'est en plein cette technologie-là que je me dis, hey, je vais prendre ça, je vais en faire un modèle réduit, puis ça, on va pouvoir le mettre dans le sleeping bag et ça va être un chauffe cellulaire. Fait que là, je suis vraiment excitée. Puis voici comme. Fait que là, je le développe, je fais des prototypes. Ça, en gros, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le disque métallique et puis là, la réaction s'engendre instantanément, ça devient chaud. Là, vous voyez comment c'est beau puis magique. Fait que ça, quand je présentais ça aux gens de l'écosystème entrepreneurial, à des investisseurs, ils étaient vraiment excités. Quand je présentais ça, ils n'étaient pas excités. Fait que là, j'étais déjà un petit peu déçue. Puis les gens, ils commençaient à le toucher puis ils disaient, ben non, c'est pas un chauffe cellulaire, c'est un chauffe-main. C'est un chauffe-main qui est réutilisable. Donc là, je fais, c'est vrai, dans le fond. Puis le marché est bien plus grand pour ça que pour mes quelques amis qui partent à l'aventure, qui veulent garder leur sel en vie au froid. Fait que j'ai vraiment suivi l'engouement envers le chauffe-main réutilisable pour lancer rapidement en faisant une vidéo dans mon garage à fin novembre pour dire « Hey, on fait un chauffe-main réutilisable ». Fait qu'on en est là, ça fait 6 mois qu'on est en opération. Puis, le fait d'avoir suivi cet engouement-là a fait que ça a pris quelques journées seulement, puis on avait des centaines de commandes. Et là, salut, bonjour, la presse, tout le monde semblait démontrer un engouement envers ça. On va juste revenir, Sabrina, peut-être bouncer à Lindsay pendant qu'on a tous une bonne connexion. Peut-être que Lindsay, tu peux nous présenter ton entreprise puis nous dire un peu ce que vous faites chez Galéa. Ça fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? 100%. C'est toujours au moment où c'est live que ça prise. Ben oui, enchantée. Je suis très contente d'être ici. Puis, je suis directrice d'opération, puis cofondatrice chez Galéa. Donc, Galéa, comme Jean-Philippe l'a dit, on est une galerie d'art en ligne et aussi un réseau de lieux d'exposition. Donc, aujourd'hui, recouvrant plus de 6 000 artistes et 25 000 œuvres.
Et ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on est aussi une plateforme intégrée pour faciliter tous les processus d'exposition. Donc, pour adapter l'exposition à tout type de lieu, également en ligne, hors ligne, avec une connectivité au niveau des expositions. Donc, les artistes peuvent téléverser leurs œuvres, ils peuvent vendre en ligne directement, mais ils peuvent aussi appliquer à plein d'opportunités en quelques clics. De l'autre côté, ben, les organisateurs d'exposition peuvent retrouver donc les cafés, restaurants, bars, on parle aussi bureaux d'affaires, hôtels. Donc, tout type de murs peuvent aussi organiser des expositions, des festivals aussi, avec comité de sélection facilité à travers la plateforme. Et après ça, tout au niveau de la logistique également, au niveau des expositions, ben, on facilite aussi l'accrochage et ainsi de suite. Excellent. On va peut-être passer à Laurent, puis après ça, on passera aux questions à proprement parler. Fait que donc, Laurent, BioLift, qu'est-ce que ça mange en hiver et en été? Ouais, ben donc BioLift, c'est ça, on développe des exosquelettes et on produit et on fournit des exosquelettes de support lombaire. Donc, c'est pour les travailleurs manuels qui sont sur, en ce moment, les chantiers de construction. Donc, c'est tous les travailleurs qui doivent se pencher, soulever des charges super lourdes. Ben, ça cause ça, des blessures, ça cause juste de la douleur même au travail. Ça mène à beaucoup de pertes de temps, donc des jours de travail perdus. Puis ça coûte de un hyper cher aux entreprises, ça coûte cher également directement à la personne, donc aux travailleurs, parce qu'il perd parfois plusieurs jours d'emploi. Puis ça peut mener des fois aussi à des gens qui changent carrément de carrière parce qu'ils ont trop de douleur. Donc, nous, l'idée, c'est de leur fournir des exosquelettes là, pour les supporter. Puis dis-moi, la première fois qu'on s'était rencontrés à l'accélérateur Dell, c'est intéressant. Là, d'abord, Guy Gervais m'avait demandé quelle entreprise vous pouvez coacher. J'ai dit, ben, t'es malade. Les gars qui font des exosquelettes, c'est sûr. Donc, j'avais eu la chance de commencer à travailler avec vous. Ça fait quoi, 18 mois presque, même peut-être? Ouais, 18 mois peut-être. Et, ben, écoute, le premier constat, là, c'est tu m'avais exposé un peu ce que vous faisiez. Produit super intéressant. Par contre, des segments de marché, là, écoute, c'était large comme l'univers. Il y avait autant d'applications en termes de segments d'industrie qui existent d'industrie de travailleurs manuels sur la planète. Fait que, peux-tu nous expliquer un peu comment vous avez priorisé tout ça? Ça a été quoi la démarche? Écoute, même, je peux quasiment partir de plus loin. Là. La première chose pourquoi on a parti de BioLift, en fait, c'est qu'on avait fait des exosquelettes pour les enfants. Écoute, c'était vraiment, on partait de super loin. C'était plus notre recherche, nos maîtrises. C'est ça qui nous a donné le goût de faire des exosquelettes. T'sais. Puis de là, ben là, on s'est mis à parler à du monde. On a eu des gens qui nous ont écrit des contacts. Moi, j'ai des travailleurs qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes d'épaule. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose là-dessus? Puis là, nous, on se dit, on a les enfants d'un côté, les travailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a de la traction organique du côté des travailleurs. On s'est dit, bon, on va essayer de faire un partenariat avec ces gens-là. Puis, on a eu un premier partenariat qui est encore en cours, justement. Mais au travers de ce partenariat-là, on s'est mis à se dire, bon, mais les travailleurs manuels, il y en a dans tous les domaines. Là. La santé, c'en est un gros. Donc, infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires qui soulèvent les patients, beaucoup de maux de dos. Mais il y a la foresterie, le pétrole, comme tu dis, nomme-le, il y a des gens qui font du travail manuel. Donc là, ben, ce qu'on s'est dit, c'est avec toi, justement, qui nous a beaucoup aidé, on a fait une grille, tout simplement. On a fait un Excel. On s'est dit, c'est quoi nos critères d'importance pour un exosquelette pour les travailleurs? On a pensé, on a des critères de culture, santé, sécurité au travail, accessibilité du marché pour plein de raisons. Puis on a fait une grosse grille. Puis on a interviewé des gens, puis on a mis des scores dans les grilles. Puis on s'est dit, c'est avec tous ces critères-là qu'on a pondéré, qu'est-ce qui a le plus de sens pour nous? Puis à la fin, ben, c'est les critères d'accessibilité, de taille de marché qui nous ont fait mener à la construction, puis à la construction horizontale encore plus notre niche actuelle. Puis je vais revenir, en fait, là, je voulais revenir à la question des interviews à proprement parler. Là. Peut-être aller à Lindsay, là, ton expérience par rapport au feedback client, puis comment ça a pu influencer le positionnement de votre offre de service ou le développement même de l'offre de service? Super bonne question. Quand on parle de Galia, on a 3 types de clients. Donc, on a les acheteurs d'art, on a les artistes et on a aussi les lieux d'exposition et ou partenaires d'exposition. Donc, ça en fait beaucoup à pouvoir agencer ensemble. Puis, leurs besoins
doivent correspondre en fait dans l'offre qu'on a à chacun. Donc, au niveau des plans d'abonnement, par exemple, on fait des sondages annuels qui demandent quelles sont les fonctionnalités et quels sont les services qui vous intéressent les plus et qu'est-ce qu'on peut améliorer et ainsi de suite. Donc, à travers ces sondages-là, on arrive à comprendre et si notre offre elle est complète, si on peut améliorer d'une façon ou d'une autre, mais de l'autre côté, on peut aussi voir c'est quoi les erreurs de communication qu'on pourrait avoir sur la plateforme. Des fois, on a des services et que les gens, c'est juste mal communiqué, en fait, que les clients ne connaissent pas. Donc, et ça joue beaucoup en lien avec le marketing, avec plein d'autres choses. Donc, c'est par des sondages principalement qu'on va aller chercher l'information, mais on organise aussi ce qu'on appelle des groupes de discussion avec certains clients qui en ressortent, qui veulent vraiment contribuer en fait au développement Galia. Et à travers ça, on arrive aussi à avoir des données assez intéressantes. Puis, moi, je parlerais vraiment là, de l'approche. En fait, ce qui a changé depuis nos débuts jusqu'à maintenant, c'est vraiment, on est allé avec une approche communauté avec nos clients versus une approche plus service client. Ce qui fait en sorte qu'ils sont intégrés dans notre processus décisionnel, mais ils sont aussi plus au courant des pourquoi derrière nos décisions, ce qui fait en sorte que la communauté est plus forte, puis c'est une meilleure rétention aussi des clients. J'ai peut-être une question pour vous trois, là, dans les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Une des choses qui est difficile parfois, c'est les faire se mettre en action pour aller parler à des clients. C'est pas tout le monde là, qui a le guts d'aller se foutre aux pieds de faire du porte-à-porte d'un magasin ou se mettre au pied. Puis il y a des segments aussi, comme Laurent, le tien, c'est probablement plus difficile dans le secteur de la santé ou dans le secteur de la construction. Fait que je sais pas si vous avez des conseils, en fait, à donner sur la façon dont tu peux faire ton développement et aller au contact de clients potentiels de façon à aller chercher du feedback de qualité. Y en a-tu un qui veut se lancer? Un ou une? Ça me fait plaisir de me lancer. Là. Je pense que, je le répète souvent, là, la première chose, c'est de se mettre en mode exploration. C'est vraiment, il ne faut pas se mettre en mode vente. En gros, c'est d'approcher les gens en se disant, moi, je viens ici pour chercher de l'information et discuter avec la personne, en apprendre sur cette personne-là. Et ça transparaît dans toutes mes communications, que ce soit sur LinkedIn, un appel téléphonique, ou tu sais, même quand j'ai rencontre en personne, bon, c'est plus rare maintenant, mais c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, OK, je suis ici pour apprendre sur ce que tu fais et c'est quoi tes défis au jour le jour, et non pour te vendre un produit. Dans toutes mes premières communications, surtout dans le milieu de la santé, c'est ce qui m'a le plus aidé, là. Je parlais jamais d'un produit, là. C'était vraiment, on sait que ils ont un travail difficile. C'est quoi vos plus grands défis? C'était toujours ça mes premières questions. Mais faisais-tu des cold calls ou c'est des gens que tu t'es référés ou ça t'est arrivé? À un moment donné, tu veux faire du volume, tu passes au-delà de ton réseau, puis tu n'as pas le choix d'essayer d'aller taper dans des gens que tu ne connais pas du tout, puis c'est presque faire du cold call, de la sollicitation de gens que tu ne connais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire? Oui, un peu. Ce qu'on a aussi eu la chance de faire, c'est de contacter des associations qui nous ont permis de mettre des sondages dans leurs publications à eux. Ces sondages-là nous ont permis de recueillir une tonne de numéros de téléphone puis d'emails. C'est là qu'on a réussi à avoir du monde qu'on a cold call, là, vraiment. C'est ça qu'on a réussi à faire. Notamment l'Association des infirmières auxiliaires du Québec là, qui nous a donné une grosse porte d'entrée vers eux. Une petite question qui venait du public, excuse, que je trouvais intéressante par rapport à ce que Laurent disait. Est-ce que ce que tu as appris en exploration a modifié le parcours de développement de votre produit? Ben écoute, nous, on a changé de milieu, on a changé de niche, fait que oui. C'est 100%. Là. Ouais. Mais c'est quoi l'insight que tu as eu qui t'a fait changer, en fait? C'était quoi la lumière qui a allumé? C'était malheureusement que la santé et la sécurité au travail, c'était pas leur priorité. Tout simplement. C'est la priorité, c'est les heures supplémentaires obligatoires, etc. Sabrina, je te voyais prête à sauter. T'avais-tu quelque chose à ajouter? C'est tellement une bonne question. La première chose que je vais ajouter, c'est que de un, c'est normal que vous soyez inconfortable et que ça ne vous tente pas. Là. Dans le sens où moi, j'ai étudié là-dedans, je tripe. Puis quand c'est le temps de le faire, je suis comme stressée puis ça ne me tente pas tant. Fait que j'imagine pas quelqu'un d'introverti qui développe un logiciel dans son sous-sol. Fait que sentez-vous pas différent si ça ne vous tente pas, c'est challengeant.
L'autre chose, je pense, c'est avec les années d'expérience d'avoir fait rencontrer du monde, quelque chose qui aide, dans mon cas, c'est d'aller physiquement sur les lieux, rencontrer du monde, puis de ne pas les déranger trop longtemps quand tu arrives sur le spot on the fly. Puis là, quand ça fait une vingtaine ou 15 personnes que tu rencontres, puis tu as un élément pertinent que déjà là, tu es dans une bonne direction, bien, c'est après ça, aller parler avec d'autres mondes, mais déjà adresser ce point-là. Comme pour dire, je sais déjà que tu as un problème. Hey, toi aussi, ton seule humeur quand tu vas en ski. Là, la personne est hey, oui, j'ai ce problème-là. Mais là, elle est ouverte à aïe, c'est fou, quelqu'un veut développer une solution pour mon problème. Fait comme la base qu'au début, tu explores, tu peux juste parler 5-10 minutes avec plein de monde. Puis quand tu as ça, là, c'est comme ça s'en vient intéressant, mais tu veux parler plus longtemps avec moins de monde pour vraiment comprendre leurs besoins en profondeur. Mais là, d'arriver déjà préparé, de dire je connais déjà ton problème, puis je veux te connaître en profondeur, je pense que ça fait qu'ils sont plus ouverts puis réceptifs à donner du temps et d'avoir une vraie discussion sincère. Je suis d'accord avec Sabrina. Ouais, je suis très d'accord avec le fait que des fois, c'est mieux de commencer avec moins de gens puis de ne pas aller en masse là, au niveau des questions. Ce que je fais la plupart du temps, c'est premier réflexe, c'est vraiment d'aller chercher dans mon réseau immédiat. S'il y a quelqu'un qui aurait peut-être une compétence sur un certain sujet ou qui pourrait me donner au moins un ensemble de questions auxquelles je dois réfléchir pour pouvoir aller chercher ensuite les bonnes personnes pour répondre à mes questions. Donc, c'est vraiment le réseau immédiat. Je pense que c'est bien d'avoir un petit 30 minutes juste au téléphone avec quelqu'un pour avoir le overview de tout ce que tu as besoin comme information à aller chercher. Puis, c'est quoi l'échantillon? C'est quoi la taille de l'échantillon de positifs, disons, qu'on a besoin d'avoir avant de se convaincre que notre proposition de valeur, qu'elle tient, qu'on a trouvé un segment de clients? Écoute, ça dépend des industries, j'imagine aussi, là, mais dans votre cas, ça a été quoi? Je peux commencer. Donc, dans mon cas, c'est vraiment... en fait, quand ça devient représentatif, c'est vraiment à peu près une centaine de personnes. Pour commencer à valider l'intérêt de demander la question puis d'aller spécifiquement valider une hypothèse, c'est à peu près, je dirais, je parlerai avec 5 à 6 personnes au départ pour ensuite lancer dans une démarche vers une centaine de réponses. Là, quand tu dis 5 et 6, c'est 5 et 6 oui ou c'est 5 et 6 exploration? Puis dans tes 5 et 6, ben, il y en a qui invalident ton hypothèse? C'est ça, dans le 5 et 6, de parler des éléments en fait qui entourent l'hypothèse. Donc, je donne un exemple du fait que sur notre plateforme, on offre dans le fond beaucoup de fonctionnalités aux artistes, par exemple, les opportunités d'exposition appliquées à ça. Donc, il y a des artistes qui ne connaissent pas, qui nous voient comme juste une galerie d'art en ligne. Et là, nous, on va aller chercher dans le fond dans les artistes qui utilisent juste le volet galerie d'art en ligne. Et on va en prendre, disons, 5 qui réussissent bien pour voir s'ils connaissent les avantages des opportunités de l'application. Et puis, si à l'intérieur de ça, on voit que oui, effectivement, je savais pas, ou c'est juste le réflexe de voir leur réaction initiale par rapport à ce sujet-là. Et on va aller ensuite poser la question à l'ensemble des artistes. Laurent, Sabrina, la taille de l'échantillon dans votre cas? Ben, yes. Ben, ce que je comprends, Lindsay, c'est ce que ça te prenait, c'était 5 pour invalider, puis après ça, 100 pour valider. C'est un peu ça que j'ai entendu. Tu sais, si tu en as 5 qui disent non, tu sais, nous, c'était un peu ça. Invalider, je te dirais qu'un nombre se trouve quasiment plus facilement. Ça t'en prend une dizaine. C'est 10 personnes qui disent « Ah non, moi, c'est pas un problème dans ma journée. » Puis tu as fait le tour. Par exemple, dans le système de la santé ou la construction, c'est souvent des grandes entreprises avec beaucoup de couches. Là, tu pars du travailleur au directeur VP de la compagnie. Il y a beaucoup de couches. Puis si j'ai un nom de chacune des personnes dans chaque couche, je peux dire assez vite que j'invalide l'hypothèse. T'sais. Mais après ça, dire un oui, c'est là que ça devient plus compliqué. T'sais. Ça dépend de l'hypothèse, ça dépend de plein de choses. Mais en moyenne, un bon feeling arrive après 10. Puis après, se rendre à avoir, je te dirais, 2 ou 3 gros projets qui sont signés. Là, tu vas avoir validé un bon bout de ta proposition de valeur.
Pour ma part, Jean-David, je le vois vraiment différent de... Tu sais, quand on parle de validation, dans ma tête, ça sonne statistique, puis c'est véridique. Puis je vais mettre des millions de dollars dans cet envoi-là. Je le vois plutôt dans l'optique, ça donne une impression. Tu sais, parler avec 10 personnes, pour moi, c'est pas assez pour dire je vais mettre des millions de dollars pour aller dans le segment de gens qui font du fat bike. C'est plutôt, je le vois comme, je vais parler aux gens tant et aussi longtemps que j'apprends quelque chose sur le segment. Puis la journée où est-ce que je sais très bien qu'est-ce qu'ils vont dire puis que j'apprends plus rien, je perds mon temps, j'arrête. Mais je me suis pas encore rendue dans un projet. Tu sais, j'ai été dans des startups qui n'ont pas dépassé encore les millions de chiffres d'affaires, dans des projets qu'on s'est permis de faire des collectes de données avec des centaines de répondants, puis pouvoir faire des analyses statistiques qui me disaient vraiment « OK, ça, c'est représentatif, l'échantillon est représentatif de la population, puis j'y vais at large. » Puis dans ma tête, ces projets-là, ça va coûter comme des dizaines de milliers de dollars. Donc, j'ai pas la réponse pour cet aspect-là. Ouais, je pense pas que ça soit binaire de toute façon, là. C'est toujours aussi en fonction un petit peu des risques auxquels tu fais face dans ta business, le type de business dans lequel tu as. Et donc, quant à moi, ça va varier pas mal d'une business à l'autre. Je vois Jean-Philippe qui apparaît comme un génie dans le coin de mon écran. Oui, il y a une question qui est apparue aussi que je trouve intéressante, qui a rapport un peu avec ce que vous venez de parler. Est-ce qu'on peut valider, est-ce qu'il faut forcément valider avec un MVP ou j'entends peut-être un prototype, ou on peut valider avec des entrevues sans avoir de produit nécessairement à montrer? Pour moi, tu ne valides pas les mêmes choses. Ce que tu valides avec les entrevues, c'est qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin de solution, qu'il y a une recherche de solution. Puis après, quand tu arrives avec ton... Fait que c'est pas la même étape. Quand tu arrives avec ton MVP, après, c'est là que tu viens valider est-ce que ta solution répond au problème. Donc, tu réponds pas pour moi, tu réponds pas à la même question. Mais après, le plus vite possible, tu mets ton MVP ou ton prototype dans les mains du client, le mieux c'est. Ça peut pogner en feu, c'est pas grave. Nous, ça a pogné en feu. Ben, puis je pense que Laurent, le point que tu amènes est important. C'est peut-être aussi de voir à quelle étape que vous êtes rendu dans le développement ou dans la maturité de votre entreprise. Ouais, de mon côté, je suis une fan de mettre un produit ou vraiment un service sur le marché, d'aller le vendre, puis de s'assurer de livrer la marchandise après. Sinon, j'ai l'impression que les gens vont dire oui, j'achèterai ton produit, mais quand c'est le temps de vraiment payer 1000 $ pour, et c'est pas sûr. Fait que je pencherais pour ça te prend un MVP pour réellement savoir si ça va marcher. Mais ça dépend aussi de la complexité de ton produit. Si ça te prend... moi, j'ai vu des entreprises qui ont développé des MVP un petit peu dans un vase clos, qui ont passé 1 an à développer un MVP sans jamais avoir parlé à un seul client. Sur quoi tu le bâtis, ton MVP? Ultimement, tu le bâtis, ton MVP, sur une hypothèse de besoin de clients. Ces besoins de clients-là, il faut que tu les aies validés. Donc, si tu es capable de sortir un prototype en 1 heure, ben écoute, ça vaut le coup parce que ton temps d'itération, il est super rapide. Mais si ça te prend plusieurs semaines, je regarde Laurent avec un exosquelette. Écoute, ça vous prend combien de temps faire un exosquelette pour un client? Ben, je veux dire, au début, ça a pris des mois. Là. Je veux dire, maintenant, on fait des sprints aux 2 semaines pour changer les features, là, mais même là, c'est 2 semaines, puis des fois, c'est 1 mois avant de changer une feature. C'est long. Fait, quant à moi, il y a une phase d'interview qui vient pour déterminer c'est quoi ton MVP. Ça peut être un échantillon qui est faible. Puis une fois que tu as fait ces interviews-là pour valider qu'il y a une valeur pour ton MVP, puis qu'est-ce que va être ton MVP? Le MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est que le mot minimum, il est important, le mot viable, il est important. Fait que c'est quoi le minimum que tu peux mettre de l'avant pour avoir quelque chose que ton client va vouloir. Donc, as-tu quelque chose? Je voyais, Sabrina, je ne suis pas sûre si tu as quelque chose à ajouter. Oui, mais ce que j'ai entendu, puis ça n'a jamais été mon cas, mais de développer ce MVP-là avec 2, 3 ou 4 clients qui ont le besoin que tu essaies de combler, ça peut être une excellente solution parce que tu t'assures de les avoir dans la loupe à chaque semaine, puis de vraiment le développer pour eux. Puis après, ben, ça devient tes premiers clients. Puis après, ben, tu te sers de eux comme vitrine pour vendre tes premiers produits. Bien, Lindsay, je pense que c'est quand tu parlais de communauté avec tes clients, c'était pas moi, c'est ce que j'ai compris, que c'est ce à quoi tu faisais référence. C'est-à-dire que tu as des galeries d'art qui sont considérées comme des partenaires, puis que le produit, en fait, a été développé avec leur feedback dans un esprit de communauté. Est-ce que j'avais bien compris? Oui, donc, en fait,
notre solution, il y a tellement d'éléments à notre solution que à chaque étape, ce qu'on fait, c'est on valide l'intérêt au maximum d'après ce qu'on propose. Donc, il y a vraiment un volet, tu sais, quand on parle de l'entrepreneur de l'innovation, c'est que c'est plus difficile de valider le marché parce qu'il y a moins d'exemples de faits, il y a moins non plus de connaissances parce qu'on propose quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est de voir à la base c'est quoi les besoins, poser les questions aussi, je pense, de la façon où est-ce que tu peux vraiment avoir la bonne réponse et non d'être juste dans le biais de confirmation non plus. Parce que tu vas toujours trouver les gens qui vont répondre oui à tes questions, mais de vraiment poser d'une façon plus neutre ou reformuler d'une certaine façon. Donc, donc, la façon de poser la question, c'est important. Et après ça, c'est au fur et à mesure, c'est de dire, bon, nous, on a les ressources pour faire ça en ce moment. Donc, quand tu es une startup, tu n'as pas toutes les ressources pour faire le produit idéal que tu aurais imaginé dans 10 ans. Puis, à partir de ça, ben, au fur et à mesure, tu améliores avec d'autres entrevues. Donc, moi, je dirais que de faire le plus, en fait, de validation de marché possible au fur et à mesure, tout en améliorant le produit au fur et à mesure selon tes ressources. Et ce qui fonctionne, tu le recycles. Puis ce qui fonctionne pas, ben, tu regardes c'est quoi les solutions qu'on peut avoir pour améliorer le produit. Tu as nommé un truc super important qui est un clou sur lequel je tape souvent, là, qui est le biais de confirmation. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent un peu expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le biais de confirmation, puis pourquoi c'est un des pires ennemis de l'entrepreneur en démarrage. Et là, tu mets la barre haute. Mais moi, je peux vous aider si vous voulez. Ce qui m'a passé par la tête, c'était de juste avoir envie que ça marche, que les gens disent oui, puis oui, je vais l'acheter, versus arriver dans un mindset de cherche ce qui marche pas, là. Mon idée est clairement pas parfaite, puis j'ai besoin de ton aide pour savoir qu'est-ce qui va pas, puis d'être dans une optique plus cherche les imperfections. On va creuser sur ce qui est pas bon au lieu de juste dire, tu sais, je fais ça, c'est nice, tu vas-tu l'acheter? Fait que creuser sur le négatif plutôt que le positif pour chercher une validation. Ouais, puis JD, si j'ajoute, je sais que tu aimes beaucoup ce livre-là, ou en tout cas ce petit PDF-là, mais de Mom Test, le test de la maman, c'est le meilleur. C'est, en gros, si tu es capable d'aller chercher une entrevue significative en parlant avec ta mère, c'est là que tu as vraiment réussi à avoir aucun biais de confirmation. L'idée, c'est vraiment là de demander c'est quoi tes problèmes. Par exemple, l'exemple du livre, c'est toujours est-ce qu'elle a besoin d'une application pour faire la cuisine? Il ne faut pas que tu demandes maman est-ce que tu as besoin d'une application pour faire la cuisine. La question, c'est Mom, c'est quoi qui est le plus difficile quand tu fais la cuisine la semaine? T'sais? Puis après ça, comme ça, tu es sûr qu'elle n'a pas de biais de confirmation, que tu as une idée pour elle. C'est toujours de demander qu'est-ce qui est ton problème, qu'est-ce qui est ton défi. Puis à un certain point, tu vas parler à tellement de monde que tout le monde va t'avoir dit le même défi, le même problème. C'est là que tu vas avoir une confirmation que le défi est répétable et pareil partout. C'est vraiment comme ça qu'on a fait nos entrevues, nous autres, chez BioLift. Ouais, puis le biais de confirmation, en fait, c'est un phénomène qui est réel, là, qui est pas toujours super connu, en fait. C'est que, comme être humain, on a tendance à toujours aller chercher le feedback qui confirme ce qu'on croit plutôt que chercher le feedback qui infirme ce qu'on croit. Donc, puis on est naturellement, j'avais écouté une entrevue avec Danny Kahneman, qui est le prix Nobel d'économie, en fait, qui est celui qui a documenté le biais de confirmation. Puis l'intervieweur lui demandait qu'est-ce que tu fais, tu sais, c'est toi qui as découvert tous les biais cognitifs, donc le biais de confirmation. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas en être victime? Il dit, il n'y a rien que tu peux faire pour ne pas en être victime. On en est tous victimes, il faut juste le réaliser. Fait que comme entrepreneur, il faut savoir que tu as un naturel d'aller chercher la confirmation. Fait que c'est comme ce que Laurent disait, si tu demandes à ta mère, je peux-tu te préparer une app pour t'aider à faire des recettes, elle va te dire, oui, mon garçon, je suis super heureuse que tu me fasses un app pour faire des recettes, sachant que, puis toi, tu vas te sentir confirmé, sachant qu'elle dit ça parce qu'elle t'aime puis que c'est ta mère, mais elle n'a absolument pas besoin. Donc, c'est un peu ça que tu voulais dire, je pense, Laurent. Oui. Ouais. Exact. Ben, pour moi, le biais de confirmation, c'est en fait, ton but, c'est que ton entreprise puisse survivre pour pouvoir bien répondre à ta mission. Donc, quand on revient toujours à c'est quoi que je veux accomplir, je pense que c'est une bonne façon de pouvoir sortir de ça puis avoir une perspective plus globale. Mais ce qui est difficile à ne pas avoir
tomber. En fait, la ligne est fine entre le biais de confirmation et simplement l'innovation. Donc, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont pas le comprendre juste parce qu'ils sont pas habitués à l'idée, à une nouvelle solution. Donc, il y a aussi la ligne à tracer entre qu'est-ce que je propose qui est vraiment juste pas un besoin que la société ou tes clients ont, et qu'est-ce que je propose qui est juste quelque chose que ça prend du temps, plus d'efforts en vente, plus de changer la façon de communiquer pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent l'idée. Donc, c'est la différence, je dirais. On a presque perdu Jean-David. Ouais, je pense que je suis de retour. Là. Il va falloir, il aurait fallu, Sabrina, que comme en première phase, là, tu prennes le relais de l'intervieweuse. Non, je te laisse continuer. On avait une question, en fait, c'est pas directement relié au Customer Dev, là, mais je suis intéressé de connaître la réponse. Laurent, est-ce que vraiment votre prototype a pris en feu? Puis le cas échéant, comment vous avez dealé avec ça? Ben, quand j'ai dit qu'il a pris en feu, c'est un peu une figure, là, mais tu sais, ça fait quoi maintenant? Ça fait 5 mois à peu près qu'on est en test sur le terrain. Puis à chaque fin de test, ou presque, en fait, les tests s'arrêtent parce que notre exosquelette, il brise. Écoute, c'est tellement des efforts majeurs, là, soutenir un torse d'une personne, que l'exosquelette, il brise quasiment à chaque fois. Mais ce qu'on a fait pour compenser ce problème-là, c'est qu'on avait mis des attentes. Tu sais, on avait dit, écoutez, on développe le produit ensemble. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on teste. Tu sais, on teste des hypothèses, on teste que, bon, vous allez pouvoir bien bouger avec l'exosquelette, ça va vous supporter. Ça, c'est les 2 premières hypothèses. On a fait ça pendant 3-4 mois. Puis là, on est rendu à l'hypothèse de la robustesse. Donc là, les prochaines fois qu'on y va, il brisera pas. Mais c'est important qu'il brise les premières fois quand même pour qu'on puisse tester tout ça. Ça nous a accéléré tellement dans le développement du produit que c'était crucial. Puis tant mieux qu'il ait brisé, là, c'était pas grave. Sabrina, vous n'avez pas eu des hot pots qui ont pris en feu, c'est pas un problème auquel vous avez fait face. Mais comment vous gérez en fait les problèmes, j'imagine, avez-vous des problèmes de qualité ou d'autres problèmes avec lesquels que vous devez gérer avec les clients? Oui, moi, à l'inverse de Laurent, mon produit est vraiment peu dispendieux. C'est pas un exosquelette, ça, là. Donc, pour moi, le plus rapide, au lieu de faire une grande étude, ça a été de le lancer en faisant une vidéo dans mon garage, un produit qui n'est pas parfait. Ça vient avec justement quelques clients insatisfaits. Par contre, mon but, c'était de justement le lancer, puis tout de suite impliquer les 500 premiers acheteurs dans le développement, l'amélioration du produit. Et donc là, les 500 premiers acheteurs, c'est un courriel pour dire, bon, quelle utilisation vous en faites, puis après ça, est-ce que vous êtes satisfait, qu'est-ce qui ne marche pas? Fait que tout de suite collecter ce qui ne marchait pas. Bon, mais plusieurs trouvent qu'il ne dure pas assez longtemps. S'ils sont vraiment insatisfaits, offrir un remboursement ou offrir d'autres produits, pour moi, c'était inévitable, c'est sûr sur ça. Mais ce qui est arrivé, vu que les gens étaient vraiment contents de faire partie du projet, ils veulent pas de remboursement, ils veulent m'aider, ils veulent me dire qu'est-ce qu'ils veulent que le produit fasse de plus. Donc là, je les garde impliqués, puis ces 500 acheteurs-là, ben, je vais les gâter toute ma vie. C'est grâce à eux que le projet a pu partir. Puis je reste en relation proche avec eux. Mais là, il faut garder un petit biais. C'est des early adopters, des gens dans mon réseau qui sont beaucoup plus fans que la population ou les segments en général. Mais en fait, là, je m'écarte, mais d'être honnête avec eux, de dire, bon, là, je comprends qu'il y a tel problème, je les adresse, puis les remercier. Pour moi, c'était être honnête, mais ça m'a permis de partir rapidement. Ben, vous avez dit 2 choses, en fait, qui se rejoignent. En fait, tu as parlé d'authenticité envers tes clients. Puis Laurent, tu avais fait aux références à la gestion des attentes, en fait. Tu sais, que tes clients, c'était clair pour eux que c'était des tests. Donc, quand le prototype a brisé, là, ben, ils n'en étaient pas étonnés. Donc, je pense que c'est un truc que je dois souligner parce que c'est super important, la gestion des attentes. J'avais un autre point que je voulais votre opinion, c'est sur comment vous testez le prix, en fait, de votre produit. C'est que comment vous êtes arrivé au pricing. Ça, moi, c'est toujours une question, en fait, là, vous le savez, là, dans le cas de Sabrina puis Laurent, on a travaillé ensemble, là, fait que c'est probablement une question qu'on a discuté, là, mais c'est toujours un enjeu, comment on fait le pricing de notre produit. Fait que je sais pas si tous les 3, là, vous pourriez un petit peu donner vos trucs puis comment vous y êtes arrivés. Parce que c'est lié au Customer Dev, là, parce qu'il faut que ça se fasse en fonction du feedback du client. Oui, mais ça dépend aussi à quelle étape, je dirais, que tu es rendu dans ton produit, dans le développement de produit. Donc,
au départ, tu sais, t'as plus les first adopters, les gens qui savent que ce sont des tests, que c'est quelque chose ensemble qu'on va construire. Donc, avec eux, c'est bon, ben, tu vas charger un peu moins pour justement avoir la marge d'erreur que tu as besoin pour pouvoir le développer. Puis ensuite, au fur et à mesure, ben, tu as des exemples de projets, tu as des exemples de réussite que tu peux ensuite utiliser pour évaluer la valeur. Puis au moment où tu arrives vraiment à un déploiement massif du produit, ben, c'est de voir, ben, nous, au niveau des lieux d'exposition, c'est quoi les services qui existent pour eux s'ils veulent avoir des œuvres sur leur mur, sans nécessairement tout le côté engagement du public, connectivité des expositions. Et à partir de là, ben, ça leur coûterait ça. Nous, voici nos coûts. Donc, détailler tout le processus, autant de temps mis sur la gestion que sur les opérations, que sur la vente et tout ça. Détailler tout le processus et combien ça te coûte toi comme entreprise. Et à partir de là, ben, trouver un juste milieu qui fait en sorte que tout le monde est gagnant là-dedans. J'ai vu Jean-Philippe popper une fois de plus. Je ne sais pas si tu avais une question avant qu'on continue sur le pricing. Non, je vous laisse terminer le pricing, puis après, on va aller à la section questions-réponses pour terminer la session. Il y avait différentes questions qu'on a accumulées. Fait que un dernier tour de table sur le pricing, puis après ça, j'embarque pour les... Fait que Sabrina, ça se vend combien, en fait, dans Hot Puck? Un Hot Puck, là, l'unité va être 10 $. Et de mon côté, en théorie, j'aime ça poser la question, quel est le prix maximal que vous êtes prêt à payer pour le produit? En pratique, est-ce que les gens l'achètent après? Ce que moi, j'ai fait, j'ai calculé tous les coûts pour la chaîne de distribution pour en arriver à me dire, bon, ben, il va me rester tant de marge brute. Faut que, tu sais, je peux pas le vendre tant pas cher. Fait que je me suis limitée au niveau du prix le plus bas que je pouvais mettre. Et après ça, je me suis dit, je commence plus cher. Puis après, si je vois que ça marche pas, après, je vais y aller avec des stratégies de prix, des stratégies marketing pour aller trouver ce sweet spot-là. Mais dans ma tête, c'était plus facile de commencer plus cher pour après ça arriver, pour réduire le prix après en disant, ben, on a amélioré on a des économies d'échelle ou notre production, notre importation, nos transports sont mieux. Pour dire, on est capable de vous en offrir plus pour le même prix. Puis 10 $ par rapport au prix de référence que tu as demandé, quand tu demandais c'était quoi le prix maximum, est-ce que tu es au-dessus ou tu es en dessous? Je suis au-dessus du prix maximal prêt à payer. Par contre, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas demandé le prix maximal prêt à payer par utilisation. Il est bon jusqu'à 100 fois, mais la référence mentale est celui à usage unique qui coûte 3 $. Fait que de dire, je vais payer vraiment 10 $ pour mon chauffe-main, mais quand tu y vas à l'utilisation, ça peut revenir, je me souviens même plus du montant exact, mais ça peut revenir à 27 sous, 10 sous l'utilisation. Fait que là, tu viens le comparer d'une autre façon, puis là, ça fait du sens pour les gens, mais je ne l'avais pas pensé au début. Peut-être pour finir avec Laurent, qui est plus un produit d'entreprise, là, où ton pricing est fonction d'un retour sur investissement. Comment vous avez vu ça de votre côté? Ben, exact. En fait, nous, on est encore en train de déterminer notre prix, qui va être à plus long terme. Là. Mais donc, ce qu'on fait en ce moment, en fait, c'est que comme nos exosquelettes sont sur le terrain, on regarde plein de métriques de nos clients. Puis on va après plusieurs mois de tests, mais on va avoir eu des comparatifs entre un groupe contrôle qui n'a pas d'exosquelette puis un groupe qui a des exosquelettes. Puis on va voir des différences. Puis grâce à ça, ben, on va pouvoir dire, écoutez, voici ce qu'on vous a fait sauver, voici tous les avantages qu'il y a eu. Puis après ça, on regarde, eux, un retour sur l'investissement. Ils veulent ça en combien de temps dans une entreprise en construction? Tu sais, il y a aussi dans le marché, il y a des grosses différences entre la construction, la santé, les retours sur l'investissement sont démesurés en termes de temps. Puis après ça, notre pricing va être en fonction de toutes ces données-là. Puis c'est pour ça que c'est si important d'avoir des gros projets avec deux super bons clients. C'est qu'ils nous permettent, et ils font ça avec nous, d'aller chercher ces métriques-là parce qu'eux aussi, ils veulent que ça fonctionne chez eux. Puis ils veulent que nous, on soit encore en vie parce qu'ils en veulent les exosquelettes. Donc, c'est vraiment faisable de trouver des gens qui veulent faire ça avec vous. Là. Ça, c'est clair. Jean-Philippe, je te passe la rondelle pour le Q&A. Yes, merci. Merci beaucoup à tout le monde. C'était super intéressant. Donc, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Puis après, je vous invite à aller aux tables rondes là, si vous voulez continuer à jaser avec les gens du public. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. J'en ai pris 3 à travers la liste qui sont ressorties. Donc,
Je vais commencer par Lindsay. Il y a Luc qui demandait concrètement comment est-ce que vous intégrez votre communauté dans vos décisions? Parce qu'on comprenait que vous intégrez beaucoup la communauté dans les décisions, mais j'en entends dans cette question-là, à quel point on peut mesurer que ça, c'est une bonne décision à prendre ou que c'est ça que la communauté veut, peut-être pas se laisser influencer des fois par des demandes anecdotiques ou des choses qui sont peut-être juste des problèmes de communication, comme tu disais? Oui, mais de un, c'est avoir des canaux de communication pour la communauté. Donc, nous, on a un groupe d'artistes qui font partie Galéa sur Facebook, par exemple. Puis, on pose souvent des questions comme ça, puis on regarde les commentaires, puis qu'est-ce qui revient le plus souvent. Il y a aussi le fait que dans le support, ce qu'on reçoit comme support, c'est directement en lien avec tout ça. Donc, c'est de voir quelle question revient plus souvent. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là si la même problématique revient. Après, il y a aussi de façon active, on a des tables rondes avec des artistes qui sont là depuis les débuts. En fait, ils nous ont suivis à travers le tout, qui ont été très proches de notre solution dès le début. À chaque 2 semaines. Donc, à ce moment-là, on leur présente, bon, voici ce qu'on pense faire avec Galéa, voici ce qui en ressort, qu'est-ce que vous en pensez? Juste discussion ouverte. Donc, il y a plein de méthodes pour le faire, mais comme Sabrina l'a mentionné, on fonctionne beaucoup par, à un moment donné, quand on sait c'est quoi la réponse que les gens vont donner par rapport à un certain truc, ça te donne comme une confirmation que c'est là où la décision peut être prise. Lindsay, si je peux me permettre, est-ce que vous rémunérez ces gens qui contribuent à votre développement ou ça vient comme biaiser l'implication? On leur donne des avantages sur la plateforme des services et aussi la possibilité de faire des projets avec nous qui leur permettent de pouvoir aussi innover dans leur sphère, d'être impliqués. Mais c'est vraiment, ça vient du cœur, ce besoin d'innovation dans le monde de l'art. Ça se ressent tellement que nos artistes sont super enchantés là, de pouvoir faire partie de ça puis de suivre la progression. Donc, il y a aussi cette relation-là, justement, ça prend du temps à développer. Puis, c'est dès le début un souci de communication puis de suivi. Merci, Lindsay. Donc, prochaine question pour Sabrina. Une question qui vient de Amireza. Félicité pour l'idée, d'ailleurs. Donc, j'imagine que cette personne-là a froid aux mains aussi de temps à autre. C'était sur ta production. Est-ce que vous produisez les matériaux pour le chauffe-main vous-même ou est-ce que c'est externalisé actuellement? Est-ce que c'est outsourcé actuellement? Pour l'instant, tout est outsourcé. C'est pas le plan à court terme non plus. Par contre, on a trouvé un approvisionnement qui pourrait nous permettre d'éventuellement avoir notre production. Mais le premier mindset, c'est de complètement développer le meilleur produit. Puis après, on va regarder si ça vaut la peine d'avoir notre prod ou pas. Donc, quand tu as assez de volume, quand tu as confirmé l'attraction, de là commencer peut-être à ramener ça tout à l'intérieur? Bien, tu sais, on a des ressources limitées en start-up. Moi, partir une usine demain, de un, j'ai aucunement les skills, j'ai aucunement l'argent. On veut devenir bon dans certains créneaux. Développer le meilleur produit, c'est une chose. Après ça, être excellent en B2C pour convertir sur notre site Internet, c'est l'autre focus. Déjà là, on en a en masse, puis on ne sera jamais parfait. Fait que c'est ça notre priorité. Ouais, juste un commentaire, puis une question. Apple ne manufacture pas ses téléphones, de toute façon. Fait que je pense que ça serait mettre les attentes élevées sur tes épaules de croire que ce serait pas toi qui manufacture. Premièrement. Deuxièmement, je me questionne juste sur la propriété intellectuelle. Est-ce que tu peux protéger ton innovation? Actuellement, telle qu'elle est, non. Par contre, là, je travaille avec une gang d'ingénieurs à Magog et on a 3 pistes d'amélioration pour justement la protéger en l'améliorant. Parce que présentement, c'est la technologie qui est utilisée pour des gros réservoirs pour relâcher nos muscles dans notre dos. Fait que c'est un 8 sur 10 pour mon produit. Avec les 3 hypothèses d'amélioration, ça va être un 12 sur 10. Puis on pense pouvoir peut-être le breveter. Ou du moins, avoir nos propres moules puis protéger la production. Ouais. Ouais, puis je suis 100% d'accord avec toi, Jean-David. On a fait le même move dans une autre entreprise de sous-traiter la fabrication. Tu sais, au début, c'est une façon de se concentrer sur quoi on est bon, puis de dérisquer le projet aussi. Moi, si je peux ajouter là-dessus, BioLift, on est zéro en textile. Hein, on ne fait pas de couture, on ne fait pas de moulage, on ne fait pas de découpage de textile. Puis c'est une des plus grosses portions de l'exosquelette. Hein, c'est tout outsourcé
à des super bonnes personnes qui font ça mieux que nous. J'ai connu un de nos clients qui faisait faire le textile de son hardware par sa mère, temporairement. Ah ouais, wow! Sinon, dernière question pour Laurent. Il y a... pardon, j'ai perdu la question. Ah oui, exact. Donc, il y a Nad qui demandait combien de fois tu as fait des interactions avec tes clients pendant tes expérimentations? Tu sais, il y a combien de back and forth qui se font avec les clients pour expérimenter les différentes étapes, comme tu disais, de ton produit ou de ce que vous voulez tester? Ben, je te dirais, nous, c'est saisonnier. Hein, donc, c'est sûr que l'été dernier, on a eu beaucoup d'interactions. Puis, bon, cet hiver, un peu moins. Puis là, ça recommence très fortement. Mais globalement, c'était une fois par mois avec chaque client, là, avec vraiment le nouveau produit, un produit amélioré, puis retesté pendant une demi-journée. Excellent. Super, merci. Puis, dernière question pour toi, Jean-David, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a entendu aujourd'hui? Je suis curieux. Écoute, c'est un peu difficile de retenir là, parce que, comme je te l'avais dit, pour moi, le développement Customer Dev, c'est un petit peu l'évangile. J'avais accepté de participer parce que je pense qu'il ne s'en fait pas suffisamment dans l'écosystème. Quand on a la chance d'avoir 3 entrepreneurs, en fait, qui ont ce mindset-là, ben, c'est vraiment super cool et on doit l'encourager. Fait que j'ai été content de revoir Sabrina, là, que j'avais épaulé un peu qui est une entrepreneur en série et que j'avais épaulé dans son entreprise précédente. Puis ben, ça a été un plaisir de rencontrer Lindsay avec Galéa. Là, on aura l'opportunité de se reparler. Oui, ben écoute, je suis d'accord avec toi. C'est même pour nous qui promouvoient ça beaucoup dans notre entreprise, évidemment. C'est le fun d'entendre parler d'autres entrepreneurs au Québec comme ça, parce qu'honnêtement, on en entend souvent parler, on en rencontre moins qui l'exécutent concrètement et vraiment sur le terrain. Là, donc, je pense qu'on n'est pas encore assez à parler de ça ici au Québec. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Jean-David. Bravo pour l'animation, c'était super. Merci. Puis, merci à tous, merci à Laurent, merci à Sabrina, merci à Lindsay, encore une fois, merci à Jean-David.